Bienvenue sur Santé Environnement, le podcast qui lie les mondes de la santé et de l'environnement. Aujourd'hui, ce podcast vous est présenté par Emma Lévy, infirmière et adjointe scientifique à la Haute École de Santé de Genève. Nous avons la chance de recevoir Tierno Diallo de l'Université Laval. Bonjour Tierno Diallo. Bonjour Emma. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous. Vous avez travaillé pendant votre thèse à l'Université de Genève, entre autres sur l'évaluation d'impact sur la santé, EIS. Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots l'intérêt d'un tel outil ? Merci et je tiens d'abord à vous remercier de l'invitation à ce podcast Santé Environnement. C'est un plaisir d'être là. Alors oui, j'ai fait ma thèse de doctorat à l'Université de Genève en lien avec l'évaluation d'impact sur la santé par rapport aux enjeux de changement climatique et de santé. Et en fait, l'évaluation d'impact sur la santé qu'on appelle EIS en abrégé, c'est son acronyme, c'est en fait un outil d'aide à la décision. C'est un outil d'aide à la décision pour aider les décideurs à prendre des décisions en toute connaissance de cause par rapport à des enjeux de santé. Ça permet en fait d'intégrer des préoccupations de santé dans des politiques, je dirais, politiques, programmes ou projets qui relèvent des secteurs non sanitaires, principalement. Et c'est un outil qui, en fait, vu le jour dans les pays anglo-saxons au début des années 90 et qui est promu et soutenu par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est vraiment un outil d'aide à la décision, comme le sont les évaluations environnementales. Et vous parlez des stratégies d'adaptation et d'atténuation. Pourriez-vous nous différencier les deux et nous donner un exemple ? Oui, alors, moi, je dirais déjà, c'est deux notions complémentaires. Je dirais que l'adaptation et l'atténuation, il faut agir sur les deux. Il ne faut pas faire que de l'atténuation ou de l'adaptation. L'atténuation, si je voulais donner un exemple, c'est de la prévention primaire. Si je voulais un peu faire le lien avec la santé, et ça consiste à réduire, à mettre en place des actions ou des activités ou des stratégies pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, des actions qui favorisent la mobilité douce, déplacements à pied, à vélo, ou qui réduisent l'utilisation du transport individuel motorisé, sont des actions qui vont dans le sens d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est de l'atténuation. L'adaptation, c'est de la prévention secondaire tertiaire. Donc, les changements climatiques sont là. Donc, il faut s'adapter. Et par exemple, les systèmes d'alerte précoce qu'on met en place, justement, ça, c'est des exemples de systèmes d'adaptation. Donc, les deux notions sont complémentaires. Et pour la lutte contre les changements climatiques, il faudrait agir sur les deux. Vous avez travaillé sur les co-bénéfices qui, nous le rappelons, représentent des comportements ou des situations bénéficiant à la fois à la santé humaine et à la santé planétaire. Pourriez-vous nous donner des exemples de co-bénéfices à l'échelle urbaine à laquelle vous avez travaillé ? Oui, alors cette question des co-bénéfices, c'est vrai que on élabore par exemple des politiques dans le domaine climatique pour protéger le climat, mais quelquefois on omet ou on regarde pas si elles peuvent avoir des bénéfices, par exemple en termes de santé. Donc des politiques par exemple qui vont amener à réduire l'utilisation de la voiture, du transport individuel motorisé, et peut-être encourager l'utilisation de la mobilité douce, donc le déplacement à pied et à vélo. Ce sont des politiques qui vont contribuer, pas seulement d'ailleurs en termes de climat, mais aussi en termes de pollution atmosphérique, qui vont contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà quelque chose qui, au niveau du climat, est intéressant, mais qui vont encourager donc une pratique d'une certaine activité physique, donc qui seront favorables à la santé. L'aménagement d'espaces verts, on sait que la nature a effectivement des aspects positifs par rapport à la protection de l'environnement. Ça peut permettre aussi aux gens de se déplacer, de créer des liens sociaux, etc. Donc là aussi, c'est des co-bénéfices. Des régimes alimentaires, par exemple, qui limitent l'utilisation de tout ce qui est protéines, viande rouge, etc. Donc, c'est bon pour l'environnement, mais c'est bon aussi pour la santé. Donc, on a un certain nombre de mesures comme ça qui sont, par exemple, des stratégies énergétiques, des concepts énergétiques qui vont favoriser l'utilisation d'énergie renouvelable, donc contribuer à réduire des émissions de CO2, peuvent aussi limiter l'émission de certaines substances telles que des particules fines ou des oxydes d'azote qui peuvent avoir des impacts négatifs sur la santé. Donc là, on peut se retrouver effectivement dans des stratégies gagnante-gagnante, comme on le dit, et c'est des exemples de co-bénéfices. Donc, on peut trouver dans différents domaines, aménagement du territoire, énergie,
énergie, transport, alimentation, nature. Donc c'est assez bien documenté. En Suisse, le canton de Genève était, avec le Jura et le Tessin, pionnier sur le domaine avec des premières utilisations dans les années 2000. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur les évaluations d'impact sur la santé lorsque ça a démarré ici en Suisse. Et je travaille plusieurs années sur la thématique. C'est vrai que le canton de Genève, canton de Jura et le canton de Tessin étaient des cantons pionniers dans le domaine. Maintenant, je suis au Canada, donc je suis plus de très près le dossier, mais je dirais, d'après les informations que j'ai, c'est qu'il y a des études qui se font sur mandat de certaines villes, certains cantons. Donc ça se fait au cas par cas. C'est peut-être un peu moins... c'est-à-dire qu'il y a un peu moins d'études qui se réalisent qu'il y a quelques années, mais ça continue quand même à se faire. En collaboration d'ailleurs avec principalement avec l'Université de Genève, l'Institut de santé globale de l'Université de Genève. Donc comme vous venez de le dire, vous avez travaillé en Suisse, vous avez fait votre thèse en Suisse, vous êtes maintenant au Canada et vous avez travaillé sur la France. Y a-t-il des différences sur la mise en application de l'EIS dans ces trois pays ? Les approches sont, je dirais, quand même différentes un petit peu. Si je regarde le contexte suisse, il peut se rapprocher du contexte canadien, du fait que bon, c'est deux États fédéraux. La Suisse c'est une confédération, le Canada c'est un État fédéral. Les développements des EIS se sont faits en Suisse au niveau des provinces, des cantons. Et au Canada, je vais dire que c'est plus au niveau provincial aussi. Par exemple, la province du Québec, c'est la province qui a beaucoup travaillé sur la question des EIS. D'ailleurs, un canton de Genève s'en est inspiré par rapport à un article de loi sur l'intégration de l'EIS. En France, c'est un petit peu différent. Ça s'est développé dans différentes régions, mais avec un soutien, par exemple, très très poussé de l'École des hautes études en santé publique. Donc, les approches sont différentes, mais se complètent. Dépendant du système politico-administratif aussi. Je pense que c'est aussi lié à ça. Mais je sais que ces trois, Canada et France, Suisse ont quand même collaboré en matière d'EIS. Donc vous avez développé un outil issu de l'EIS qui permet de schématiser un type d'intervention par rapport à un facteur environnemental. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, merci. Alors, c'est vrai que je me suis inspiré d'un outil qu'on appelle le modèle logique dans la réalisation des EIS et qui intervient dans une étape qu'on appelle le cadrage, qui permet en fait de schématiser les liens entre un projet donné, une proposition donnée et la santé. Et je me suis dit, il pourrait être intéressant de l'adapter pour faire en sorte que lorsque, par exemple, des professionnels de la santé sont confrontés à des patients qui ont été victimes d'un enjeu environnemental donné, puissent avoir une vision assez large, assez globale des liens entre cet enjeu-là et la santé et les solutions à proposer. Et donc, c'est sur cette base-là que j'ai essayé de l'utiliser pour construire cette réflexion. Et en fait, l'outil permet à la fois d'identifier les facteurs qui peuvent accroître la possibilité d'une exposition à un enjeu environnemental donné et avoir une incidence sur le risque qui lui est associé. En gros, ça permet en fait de voir la sensibilité, l'exposition et la capacité d'adaptation. Ça permet aussi donc d'avoir une vision assez large, globale des choses pour proposer un plan de soins et de traitement qui est adapté à la situation. Donc ça aide vraiment à prendre en compte les différents éléments de l'environnement et de proposer donc des stratégies à la fois dans l'urgence, donc dans l'immédiat, mais aussi sur le long terme. Donc c'est un outil qui est facile à utiliser, qui peut être adapté, comme je l'ai dit, à n'importe quel enjeu environnemental, mais au moins ça permet de construire cette réflexion et d'avoir une vue d'ensemble de ces éléments-là et de pouvoir justement, parce que pour aider et la première des choses qu'on fait, c'est en fait identifier la vulnérabilité d'une personne et aussi comment le climat influence son état de santé. Donc, pour aider à identifier sa vulnérabilité, il faut avoir ces différents éléments qui sont dans cette. Faut essayer de remplir cet outil en tenant compte de ces différents éléments, à la fois la sensibilité, l'exposition, la capacité d'adaptation, et ça permet à la fois donc d'évaluer donc la personne et ensuite de la soigner. Donc, tout en sachant qu'on a pris en considération les différents éléments qui vont influer sur son état de santé.
Donc, selon vous, cet outil pourrait être utilisé par des professionnels de la santé? Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans le cadre des EIS, c'est un outil qui se fait en équipe, intersectorielle, interdisciplinaire, parce qu'on parle beaucoup des déterminants de la santé à ce niveau-là. Donc, en général, ça se fait pas seul, mais on peut le faire seul dans son coin et puis après en discuter avec d'autres acteurs. Mais ça peut être tout à fait utilisé par des professionnels de la santé dans leur réflexion sur des stratégies à adopter. Par exemple, par rapport à des personnes qui ont été victimes d'événements météorologiques extrêmes, tels que les inondations ou des pluies, des précipitations hivernales, tels que le verglas ou d'autres enjeux tels que les vagues de chaleur. Donc, ça peut être tout à fait utilisé pour justement mener une réflexion sur comment prendre en charge cette personne-là, aussi bien au moment où l'événement vient de se produire, mais dans le moyen et long terme, pour un suivi, un accompagnement, et au-delà de l'acte médical. Et enfin, selon vous, quel est le rôle des professionnels de la santé dans ce besoin par rapport au changement climatique? Je pense que d'abord, il faut rappeler que peut-être certains ont tendance à oublier, mais le système de soins, le système de santé émet des gaz à effet de serre. Donc, les professionnels de la santé ont plusieurs rôles à jouer. Ils ont un rôle dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est de l'atténuation. Il y avait une question qui touchait à l'atténuation. Là, c'est de l'atténuation. Mais ils ont un rôle aussi dans la prise en charge de patients qui seraient victimes de situations liées au changement climatique. Ils ont un rôle à jouer aussi dans la mise en place, par exemple, de politiques qui permettrait de lutter contre les changements climatiques, la participation avec différents acteurs dans des activités communautaires pour préserver le climat. Ils ont un rôle à jouer dans le fait d'aider leurs patients ou en tout cas d'aider les personnes à comprendre les changements climatiques et à pouvoir s'y adapter. Donc, si je prends le cas des infirmières qui sont en première ligne dans la chaîne de soins, les infirmières, par exemple, ont un rôle très important à jouer dans la sensibilisation des personnes par rapport à ces changements, par rapport aux enjeux des changements climatiques, dans les liens entre changement climatique, disons protection du climat et promotion de la santé. Les liens avec leurs collègues, les liens avec d'autres acteurs du milieu, etc. Donc, les professionnels de la santé ont vraiment un rôle fondamental à jouer. Je pense qu'il y a une certaine confiance, la population a confiance aux professionnels de la santé, et donc ils peuvent utiliser cette confiance-là pour sensibiliser justement la population, les patients, etc. par rapport à ces enjeux de changement climatique et comment on peut s'y protéger, comment on peut s'y adapter, comment on peut les prévenir. Et aussi, je pense qu'ils ont un rôle à jouer dans l'élaboration, la participation à la conception de politiques, de stratégies visant à lutter contre le climat tout en promouvant la santé. Je pense que si je prends l'aspect médical clinique, les pratiques de soins contemporaines doivent intégrer cette dimension climat, doivent intégrer cette dimension santé. Et ça passe par de la compréhension et de la connaissance et par de la sensibilisation et de l'information. Et vous êtes venu avec un objet? Oui. Pouvez-vous le décrire et dire pourquoi vous l'avez choisi? Alors, je suis venu avec un globe, présente donc un globe terrestre. On voit effectivement la Terre. Et je l'ai pris parce que la santé planétaire, la santé des écosystèmes est étroitement liée à la santé humaine. Je pense que une planète en bonne santé, c'est une population des individus en bonne santé et avec un bon bien-être. Donc, je pense qu'on ne peut pas, de nos jours, uniquement penser à la santé de la population, mais il faut aussi intégrer cette dimension de santé des écosystèmes, de santé planétaire, et donc de faire en sorte que lorsqu'on essaye de mettre en place des stratégies pour promouvoir, protéger la santé, qu'on ne nuise pas à l'environnement et qu'on puisse justement prendre en compte cette dimension qui est l'environnement. Et vous parliez de co-bénéfices dans l'une des questions, justement, là, c'est des co-bénéfices. On peut retrouver des co-bénéfices, c'est-à-dire dans la protection de la planète, qui peuvent avoir donc des bénéfices ou des avantages en termes de santé humaine. Donc, c'est important d'associer les deux dans la réflexion, de tenir compte de la dimension environnementale dans l'amélioration ou la promotion de la santé. Merci beaucoup Tierno Diallo. C'était Santé Environnement, le podcast qui lie pour vous les mondes de la santé et de l'environnement.